studio. Il s'agit de Thierno Amadou Sy de la Task Force de l'APR, parti au pouvoir, et de Mounir Khan, membre du secrétariat national du PDS, et il représente son parti à Keur Massar. Bonjour messieurs. Bonjour Alimou, bonjour aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour Alimou, bonjour Thierno Amadou, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent à travers les ondes de la RFM. Ravi aussi d'être sur ce plateau de Remue Ménage. Très bien. C'est le lieu de regretter tout de suite le désistement de nos premières invités, car il s'agissait de dames, en l'occurrence de Madame Aïssata Fall Mbacké de Taxawu Sénégal, de Khalifa Sall, première adjointe au maire de Grand Dakar, et de Thérèse Faye Diouf, patronne du FONGIP, le Fonds sénégalais de garantie des investissements prioritaires, pour des querelles de préséance et d'égo de dernière minute que nous n'allons pas développer ici. Le débat n'a pas pu avoir lieu malgré pourtant le raccord. Nous rappelons juste que participer au débat est un droit garanti à toutes et à tous, que vous soyez novices, sensibilisés ou experts de la question posée. Vous êtes légitime et bienvenue à y prendre part, car le débat, contrairement au monologue, permet à chacune et à chacun plutôt d'avoir accès à une information complète et pertinente. Principe de transparence pour permettre une participation effective. Le débat public n'est ni un référendum ni un sondage d'opinion, certes, mais il permet l'expression de points de vue argumentés et leur prise en compte par l'ensemble des participants. C'est la meilleure façon de construire le jugement des citoyens au nom duquel les politiques publiques sont énoncées et mises en route par les gouvernants et critiquées au besoin par l'opposition en vue de leur amélioration. Maintenant, je l'ai dit, nos deux invités qui nous ont rejoints dans ce studio sont des jeunes. Ils militent tous dans leur parti et sont moins visibles sans doute que leurs aînés, mais il me semble qu'ils ont des choses à nous dire. Nous allons le voir tout à l'heure. Étant représentatifs de plus de la moitié de la population de notre pays, ne pas leur donner la parole plus souvent, au même titre d'ailleurs que les femmes, serait une erreur. Loin de nous l'intention de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, mais nous estimons que cette mise au point était nécessaire pour la clarté de notre débat qui va maintenant commencer. Premier thème qui s'impose encore à nous, le coronavirus, qui continue ses ravages dans notre pays, encore et toujours des morts, des hôpitaux au bord de la saturation, l'oxygène qui arrive, l'oxygène gratuit pour les privés, mais les effets de la tabaski se font sentir dans les régions. Seul le vaccin, nous dit le directeur du COUS, peut nous sauver, mais les experts estiment qu'il faut vacciner au moins 9 millions de personnes pour espérer avoir l'immunité de groupe. Le bout du tunnel, ce n'est pas pour demain. Thierno Amadou Sy, que faire? Rassurez-nous, vous êtes de la paire. Alors, Alimou, merci beaucoup. D'abord, commencer par présenter nos condoléances aux Sénégalais qui ont perdu leurs proches. On va le dire, au moment où nous parlons, presque chacun de nous a quand même connu quelqu'un qui lui est très proche, qu'il a perdu ou qui a été affecté par le coronavirus. Donc le virus est là, il est violent, il tue et il bouleverse même notre système économique. Rien que ce matin, vous l'avez vu, 4000 et quelques Sénégalais ont été testés. Et 15 morts encore aujourd'hui. 15 morts, 600 personnes positives et rien qu'à Dakar, 373 cas. Le virus est là. La gravité de la situation a poussé à un moment au président de la République, quand même, qui a très vite compris qu'il fallait faire face à la situation. C'est depuis le mois de mars en 2020 déjà. Il avait mis en branle tout le dispositif nécessaire, toute la logistique nécessaire. Et Dieu merci, première vague, deuxième vague, le là, Sénégal... nous sommes dans la troisième vague. Troisième vague. Le Sénégal a eu de très bonnes notes vis-à-vis d'abord de l'opinion au niveau national. Les gens ont compris que l'État du Sénégal a quand même fait les efforts nécessaires. Ce n'est pas le cas d'une bonne partie de l'opinion. Il ne faut pas écouter un Sénégalais qui est derrière son clavier pour raconter des histoires, on va le dire comme ça. Le Sénégalais a compris que l'État du Sénégal et le président de la République a très tôt alerté
et nous a mis dans une situation, a dit aux Sénégalais que nous étions dans une situation de guerre. Ce qu'on vous et reproche, fallait apporter l'artillerie lourde. C'est ce qu'il a fait. Très bien. À la troisième vague, je vous donne un exemple. Automatiquement, vous avez entendu des Sénégalais dire qu'on avait des problèmes d'oxygène. Ce qui était faux. L'État du Sénégal... On a entendu, en tout cas, des... Archi-faux. Non, laissez-moi placer moi. On a entendu, par exemple, le représentant des cliniques privées, de l'association le président de l'association des cliniques privées du Sénégal, sur nos antennes, dire, jusqu'à présent, il n'avait pas reçu de cet oxygène dont on parlait. Je vous dis, à l'heure où nous parlons, je fais un peu la situation en dehors de l'oxygène, des lits d'abord. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez soulevé ce point? Alors, de l'oxygène, ce qui s'est passé réellement, d'accord, c'est que le Sénégal à l'heure où nous parlons par exemple, l'État du Sénégal a mis toutes les structures au même pied d'égalité. Que ce soit des structures privées, que ce soit des structures publiques, l'oxygène est devenu un produit gratuit. Mais il n'est pas encore là. Il est là. Il est là. Le produit est là. Le produit est disponible. Vous n'allez pas dire quand même que cet oxygène-là est disponible. On a entendu le représentant. Mais le représentant n'est pas. Aujourd'hui, notre seule source d'information fiable, c'est le ministère. Tout à l'heure, le ministre l'a dit. La transparence au niveau des données. La transparence dans la qualité de données, la transparence dans l'exercice de l'action. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, le ministère nous a donné la bonne information par rapport à la vaccination, par rapport à la disponibilité de l'oxygène, par rapport à la disponibilité des lits, par rapport aux respirateurs. Alors, expliquez-moi, cherchez à m'expliquer un peu ces morts, 15 morts, 16 morts, 18. Des fois 20. Fois 29. Alimou, vous n'avez pas posé cette question quand même. On ne peut pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de prise en charge? Non, je vous dis, la mort, vous le savez, comme nous tous nous le savons, c'est quand même un décret divin. Ça, on le sait. On est d'accord. Nous sommes tous croyants. On est d'accord. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas, la sensibilisation est en train d'être déroulée, le ministère le fait, beaucoup de gens souffrent de la Covid, mais restent chez eux. Donc, ils arrivent au niveau des structures de santé tardivement. Ça, on le sait. Et là aussi, la prise en charge devient compliquée. C'est pour cela, très bien, quelque part, que nous notons quand même. Mais aujourd'hui, au niveau de l'État du Sénégal, toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe normalement. Très bien, Mounir Khan, je me tourne du côté de Mounir Khan, qui est du Parti démocratique sénégalais. Dites-moi, Mounir, après avoir entendu le ministre de la Santé tout à l'heure sur nos antennes, après avoir entendu aussi Thierno Amadissi, est-ce qu'il vous a convaincu? Merci Alimou. Je voudrais d'abord, avec votre permission, rendre hommage et prier pour le repos de l'âme d'un de nos illustres responsables dans le Parti démocratique sénégalais, Ndiaga Ndiaye PAI, que tout le monde connaît. Très bien. Qui a une bibliothèque dans ce parti et qui nous a malheureusement quitté hier. Et à travers lui aussi, nous prions pour tous les morts de cette Covid-19 et tous ceux qui effectivement nous ont quittés à travers ces derniers temps. Je voudrais juste demander à M. Si quand même d'avoir du respect pour les citoyens qui sont derrière les claviers, qui sont aussi des citoyens capables d'apprécier une certaine situation, de donner leur avis et de se prononcer, qui sont aussi et qui ont le droit de critiquer de façon frontale ou de façon comme vous le voulez la gestion du gouvernement de cette crise de Covid-19. Alors à l'écouter, effectivement, on sent aujourd'hui une posture défensive, une posture qui ne rassure pas les Sénégalais. Ils ne peuvent pas, eux, être sur les plateaux avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme difficultés liées à cette Covid-19, nous faire comprendre des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous savons tous que le chef de l'État a pris une mesure pour rendre gratuit l'oxygène, mais nous ne le voyons pas. Il n'y a pas encore eu de rencontre formelle entre, effectivement, ceux qui
produisent cet oxygène-là et le ministère de la Santé. C'est pas ce qui a été dit, hein, moi. On est sur nos antennes, on a entendu, par exemple. C'est en fait, c'est en fait ça. Très bien, c'est en fait ça le malheur. Mais on a entendu quand même c'est des annonces en fait qui sont faites tous les jours. Nous voyons effectivement que dans la pratique, il y a des choses qui restent. D'accord. Par rapport au directeur des établissements et des infrastructures, en tout cas au ministère de la Santé, il a pris la parole, il a expliqué que chaque semaine, au moins, il y avait une réunion qui était provoquée entre le ministère de la Santé et ceux qui donnent l'oxygène. Le débat me semble fausser des yeux parce que tout simplement, quand on prend une mesure comme ça pour dire qu'on rend gratuit la disponibilité de l'oxygène, on s'attend effectivement à ce que les conditions s'améliorent. Et là aussi, ils font remarquer qu'il y avait un modus operandi qui était arrêté. Non, ça ne devait même pas arriver. Dans un pays normal où la gestion est normale, ça ne devait même pas arriver. C'est-à-dire qu'on ne devait même pas, quand les régulateurs sont là, fixes, quand nous sommes dans un pays normal, on ne devait pas être à une situation où effectivement l'oxygène devait être vendu dans les cliniques alors que les patients, les Sénégalais, ont les mêmes droits que ceux qui sont dans le public, que ceux qui sont dans le privé puissent disposer de l'oxygène quand ils sont malades. La prise en charge de la COVID-19 a quand même eu à bénéficier d'une certaine compréhension de la part des Sénégalais, d'une certaine compréhension de la part des citoyens, mais d'une certaine aussi compréhension de la part de tous ceux qui sont en train de gérer cette crise, parce que des mesures ont été mises sur place avec le consentement de tout un chacun. Donc on s'attend effectivement... Qu'est-ce qui a fait défaut dans la gestion de cette crise, précisément? Expliquez-moi. Précisément, c'est pour moi le relâchement qui a été fatal. C'est pour moi le relâchement. De la part de qui? Mais de la part du gouvernement, de la part du président de la République lui-même. Un relâchement très fatal. Parce que, mais il est en train de rire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes dans cette situation-là. Parce que nous ne mesurons pas la gravité de la situation. Vous savez, quand vous avez des gens qui souvent sont insouciants, vous avez tendance effectivement à se laisser faire, se laisser aller, qui conduit à des situations dramatiques. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec cette troisième vague-là. Parce que tout simplement, vous avez... Personne ne l'a démenti, le chef de l'État, qu'il ait été au courant ou non, le variant Delta était là au mois de mai. Ça, c'est avéré. Ensuite, le chef de l'État, qu'il était au courant ou non, et je doute fort qu'il ne soit pas au courant, a eu à faire des tournées à l'intérieur du Sénégal. Et ces tournées à l'intérieur du Sénégal ont coïncidé effectivement avec la recrudescence des cas. Le chef de l'État a voulu, au sortir des événements de masse, mesurer sa popularité, sa cote de popularité, et il est parti faire des tournées de mobilisation. Il n'est pas interdit de le faire, non? Oui, un chef d'État qui, quand même, dans cette situation-là, se devait, lui, en premier lieu, donner le bon exemple. Et je pense que c'est à travers ça que, effectivement, sa responsabilité est engagée par rapport à cette situation. C'est pourquoi même son discours est devenu inaudible par rapport à l'opinion. Il ne peut plus convaincre l'opinion sénégalaise aujourd'hui de ne pas, effectivement, faire certaines choses. Je donne l'exemple de la fête de Tabaski. Ça aurait été en situation normale, un chef d'État qui mesure la gravité de la situation, qui s'adresse à ses concitoyens, qui leur demande d'éviter des déplacements inutiles, de fêter la Tabaski à Dakar, de ne pas se déplacer à l'intérieur du Sénégal, ça aurait été dans une situation normale et avec une telle gravité, les citoyens allaient suivre sans broncher. Mais vous avez vu... Il n'est pas sûr, hein? Non, il a été la rusée des citoyens sur les réseaux sociaux et autres, parce que tout simplement les gens lui ont fait comprendre que vous avez fait ce que vous avez voulu en faisant vos tournées. Et vous nous empêchez d'aller faire nos fêtes et de retourner au niveau de nos familles. Et ça a été quand même un indicateur pour moi très essentiel de cette situation ambiante qui règne effectivement entre l'exécutif qui est le chef de l'État et les citoyens ordinaires, les Sénégalais ordinaires. Et ça, dans une gestion, on gère pour les citoyens, on gère pour les Sénégalais lambda. Et quand il y a rupture de confiance entre l'exécutif et les populations, effectivement, on a tendance à voir se laisser aller, se laisser faire. Quelle est votre part dans cette affaire? La part de qui? Vous, opposition. Mais l'opposition, naturellement... N'avez aucune responsabilité dans la recrudescence des cas? Mais à quel niveau? Ah mais on vous a vu, en tout cas, organiser, vous aussi, des rassemblements à Dakar. À une seule fois, certainement, le 23 juin. Plusieurs reprises. Oui, non, le 23 juin, vous voulez dire, certainement, tous ceux qui... Certains d'entre eux ont fait des petits bitanques aussi. Non, tous ceux qui pointent du doigt à l'opposition, c'est parce qu'ils ont vu que l'opposition a effectivement voulu manifester le 23 juin. Mais je rappelle aujourd'hui que cette manifestation du 23 juin, ce n'est pas pour défendre l'opposition ou critiquer le pouvoir. C'est venu tardivement parce que c'est après ces manifestations-là que le gouvernement a commencé à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation de Covid-19 et a commencé à prendre
certaines mesures. Et aujourd'hui, nous, on ne comprend pas aujourd'hui le mutisme du chef de l'État par rapport à la prise en charge de certaines décisions. Nous sommes à 1 million de vaccins. Le ministre de la Santé vient de l'annoncer. De vacciner, oui. Vacciner. Et un peu plus. Oui, mais bon, 1 million de vaccinés. Et vous savez, nous tendons vers 9 millions de vaccinés pour avoir une immunité qui serait capable de protéger le pays. Nous avons des efforts à faire. Aujourd'hui, je le rappelle, il y a des gens qui avaient pris la première dose de vaccin qui sont en train d'attendre la seconde. Je vois des publications un peu partout de gens qui ont pris AstraZeneca comme première dose et qui attendent AstraZeneca, qui ne l'en ont pas. D'autres ont pris Sinopharm pour une première dose, qui attendent Sinopharm. Et il faut qu'aujourd'hui nous prenions conscience qu'effectivement, il faut se faire vacciner. Mais deuxièmement, il faut voir là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est que nous avons des hôpitaux qui sont saturés, nous avons des gens qui arrivent, comme Thierno l'a dit, qui souffrent parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils n'ont pas la bonne information, parce qu'ils ne sont pas dans un circuit pouvant les permettre aujourd'hui, de la base au niveau de leur commune, d'aller directement au niveau des structures sanitaires. C'est parce que des gens aussi qui, de façon consciencieuse ou non, ont cet effet-là de se dire que les hôpitaux sont devenus des mouroirs et qui ne peuvent pas y aller s'exposer et qui préfèrent rester chez eux. Il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on accentue le discours au niveau effectivement de ces personnes-là et qu'on se dise qu'il est important de prendre en charge les cas graves. Parce que nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a eu décès, c'est parce que c'est des gens qui ont été sous assistance respiratoire le plus souvent. Et à ce stade-là, je pense que nous devons nous focaliser sur la gestion de la crise, sur effectivement ces aspects-là. Parce qu'il y a des gens qui guérissent de Covid-19. Et il faut positiver. Il faut positiver en ayant un discours qui montre qu'on n'est pas condamné à la mort quand on a le virus. On n'est pas condamné à des situations graves quand on a le virus. Il y a des gens qui guérissent. Mettons ces gens-là qui guérissent de Covid-19 en avant. Organisons-nous, faisons des stratégies de communication, de plaidoyer à travers ces gens qui sont guéris de Covid-19 pour redonner de l'espoir aux Sénégalais lambda qui seraient tentés effectivement de rester cloîtrés chez lui parce que pensant tout simplement qu'une fois qu'il franchira la porte de l'hôpital, il sera effectivement dans une situation dépressive qui lui mettra dans des conditions d'une mort certaine. Et c'est ça, ce discours-là qu'il faut tenir pour que les Sénégalais sachent que quand ils ont le virus de Covid-19, ils se doivent effectivement de respecter les éléments qui sont mis en place pour effectivement une bonne prise en charge. Cette solution de Mounir Khan est-elle correcte? Alors, moi, je m'attends plutôt à une opposition comme ça. Il a fait sa conclusion quand même très positive. Il faut rester positif. Le souci du Sénégal aujourd'hui, c'est cette opposition qui n'est forcément pas de bonne foi. C'est ça notre souci. Il a terminé son speech avec vraiment un argumentaire qu'on peut écouter. Mais cette opposition qui se met à critiquer à tout bout de champ et qui n'apprécie rien du concret de ce qui a été fait. Alimou, souvenez-vous, en mars 2020, tout au début de l'épidémie, on n'avait que 12 lits pour prendre en charge les malades de Covid. Quelques mois après, l'État du Sénégal met en place 450 lits. Aujourd'hui, on prend en charge presque 15 000 Sénégalais qui sont traités. Certains chez eux, d'autres dans les CTE. Ça, c'est un effort de l'État. La sensibilisation, l'opposition devait s'y mettre. Elle est dans la désinformation, elle est dans des attaques. Donnez-moi des exemples. Personnelles. Tout à l'heure, il vous parle de la tournée du président. Mais la cartographie sanitaire est là. Allez voir ce qui se passe. Allez voir les cas dans les zones que le président a fréquentées. Le président n'a pas fait sa tournée à Dakar. Au contraire, c'est les rassemblements à Dakar. L'opposition en a fait. Le président était à Saint-Louis. Il était à Matam. Il était dans le département de Podor. On touche du bois. C'est des zones aujourd'hui où la pandémie, quand même, ne fait pas ravage. Le président a été dans le Ndoukoumane. Il a été vers Kédougou. Rien que ce matin, sur les 600 cas, les 373 sont sur Dakar. Les 13 autres régions du Sénégal se partagent le reste. Donc la présence de la Covid, c'est au niveau de Dakar. Parlez-nous de ces respirateurs. Le Sénégal n'en avait presque pas. 170, 65 en stock. Ça, ce sont des efforts de l'État du Sénégal. Rien qu'en 2020, plus de 112 milliards investis. C'est important. Et aujourd'hui, je m'attends
à une opposition quand même plus responsable. Je ne parle pas de mon interlocuteur de ce matin. Il a été quand même très positif à la fin de son discours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut que l'opposition sénégalaise comprenne que la lutte de la Covid n'est pas une lutte exclusivement réservée au gouvernement du Sénégal. C'est un combat de tous. Alors, une réponse et puis on va évoluer. Oui, une petite réponse parce que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas l'unique opposant qui tient un discours responsable par rapport à ça. Nous avons vu beaucoup d'acteurs politiques qui ont fait don de leurs moyens, qui aussi se sont impliqués dans effectivement la sensibilisation. Ça, c'est un exemple. Mais Karim Meïssa Wade a donné combien de tests? 50 000 tests, mais qui sont avérés apparemment... Avérés, qui ne sont pas utilisés. Qui n'ont pas été utilisés. Justement, ils se sont partagés ça. En fait, c'était à l'époque, on avait des difficultés à c'était en 2020. Oui, à l'époque, on avait des difficultés à avoir accès aux tests rapides. Ça, c'est important. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il a fait un geste au même titre que beaucoup d'opposants. Tout le monde a salué d'ailleurs. Qui ont effectivement fait des gestes. Et les gens ont continué effectivement dans la sensibilisation au niveau de la base et au niveau national. Ça, c'est un. Deuxièmement, je rappelle qu'à Dakar, il n'y a pas que l'opposition qui a organisé une manifestation. Je le rappelle, les gens ne sont pas amnésiques. Et aujourd'hui, le camp du pouvoir, c'est cantonné non seulement à Dakar, mais aussi à l'intérieur du territoire sénégalais. Qu'on ne me dise pas qu'à Ourossogui, aujourd'hui, que la situation n'est pas beaucoup plus alarmante qu'elle n'était dans la deuxième et la Elle est difficile, c'est le médecin-chef même l'a dit. C'est des données qui sont là. Un peu partout au Sénégal, vous avez eu une recrudescence à l'intérieur du pays des cas, comparé à la première phase et à la deuxième vague, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on dégage la responsabilité du chef de l'État dans cela. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Et quand il n'est pas encore trop tard, on doit se retrousser les manches et effectivement faire face à cette crise. Parce que cette crise-là, ce n'est pas la crise de l'opposition, ce n'est pas la crise du pouvoir. C'est une crise qui touche nos proches, qui touche toutes les populations confondues. Quelles que soient les couches auxquelles vous appartenez, cette crise vous touche. Et c'est pourquoi effectivement, j'attends effectivement un discours beaucoup plus... Abdoulaye Wade, on n'a pas beaucoup entendu sur cette affaire-là, sur la Covid-19. Bien, le président Abdoulaye Wade, personnellement, vous pouvez ne pas l'entendre. Mais vous avez quand même entendu le Parti démocratique sénégalais, qui a été la première formation politique, je le rappelle, à avoir suspendu ses activités dès l'apparition du premier cas. Ça, c'est un fait. Et depuis lors, vous voyez aujourd'hui, avec la recrudescence des cas, vous n'avez pas vu le Parti démocratique sénégalais organiser des manifestations populaires comme nous savons le faire. Ça, c'est une prise de responsabilité. Mais c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. On peut en rire, on peut rigoler, mais non, c'est la réalité. Non, je voulais jeter quelques petites pierres à mon ami. Suspendre des activités, c'est parce qu'on avait des activités. Le Parti démocratique sénégalais n'est plus actif, mon cher ami. Non, ça c'est pour... Je sais qu'il faut détourner le débat contre... C'est pour taquiner un peu. Vous voulez dire qu'il ne tient plus... Non, le parti n'existe même plus. Je le prends avec beaucoup de plaisir. Vous savez, je le prends avec beaucoup de plaisir parce que dire que le Parti démocratique sénégalais a suspendu des activités parce qu'il n'existe plus. Il n'y avait pas n'existerait plus. Un parti quand même, comme le Parti démocratique sénégalais, on ne peut pas se permettre certaines légèretés sur ce parti-là parce que c'est un parti historique qui est toujours représentatif dans ce pays. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui tenez... les règnes de l'opposition. Non, c'est important de vous entendre sur ça. Est-ce que c'est là le débat? Dire que le Parti démocratique sénégalais ne tient pas à l'opposition alors que c'est le seul parti qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale me semble aberrant. La deuxième chose, dire que le Parti démocratique sénégalais ne tient pas la route. Sur le terrain, on vous entend de moins en moins. Aujourd'hui, mais c'est une option. Le Parti démocratique sénégalais... D'être moins visible. Non. Pas d'être moins visible, mais de s'organiser à la base. Le Parti démocratique sénégalais aujourd'hui a pris l'option de renouveler toutes ces structures. D'ailleurs, nous procéderons à la formation des commissaires politiques et nous allons effectivement, dans les prochains jours, nous atteler effectivement au placement des cartes. Nous sommes dans un travail... Le nouveau gouvernement d'Abdoulaye Wade qui arrive. Mais non, le nouveau gouvernement, c'est le secrétariat national qui a déjà été installé depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est la réorganisation à la base. C'est de redonner un nouveau souffle aux militants et aux responsables à la base. Mais que reste-t-il justement du Parti démocratique sénégalais après le départ de ceux qu'on a connus, les Omar Sarr, les Maître Amadou Sall, etc. Vous savez, le Parti démocratique sénégalais, Dieu a fait effectivement que ce n'est pas un parti d'un ou de deux ou de trois individus. C'est un parti, à chaque fois qu'on a pensé que c'était un parti mort, qu'il s'est levé à travers des joutes électorales,
on a montré à la face du monde que c'est un parti qui reste ancré et qui est présent sur le terrain et qui est un parti dynamique, un parti attrayant. Nous recevons aujourd'hui des adhésions de toutes parts. Vous avez vu, il y a même des maires, je parle du maire de Matam, qui était parti mais qui est revenu à la case de départ. Vous avez des gens qui ont quitté le maire de à Matam. Oui. Non. Si. Le maire de Matam? Oui. Non, le maire de Matam, il est dans... Non, mais nous avons eu en tout cas son retour dans le Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est lors d'une tournée qu'il est venu en Assemblée générale, effectivement, dire qu'il est revenu à la case de départ. Peut-être qu'on a deux Matam, peut-être que c'est le Matam du Mali, mais pas peut-être aussi que vous n'avez pas la bonne information. Le maire de Matam est député, maire, Mamadou Mori Diaw, il est dans la grande majorité. Vous êtes peut-être toujours à Dakar, que vous retournez pas. Je reviens du Fouta il y a moins d'une semaine. De toutes les façons, je revenais par rapport à cette réorganisation du Parti démocratique sénégalais pour vous dire effectivement que nous accentuons le travail à la base. Parce que nous avons compris aussi que nous avons effectivement un parti qui a besoin d'être renouvelé à la base et qui a besoin de faire en sorte effectivement que les militants puissent se réorganiser, se choisir de nouveaux responsables à la base pour effectivement créer ce dynamisme-là, parce que nous avons beaucoup de gens qui, à travers ce qui s'est passé avec le président Karim Meïssa Wade, qui ont choisi... Qui est devenu qui ont choisi la centralité finalement. Mais oui, par la force des choses, la politique étant une chose dynamique, aujourd'hui, le président Karim Wade est devenu une réalité au sein du Parti démocratique sénégalais. Une réalité virtuelle. Vous le voulez... Par la volonté de son père, disent certains. Non, mais c'est quelqu'un qui est soutenu quand même par plus de 200 mouvements à travers sa personne, rien qu'à travers sa personne, hormis les structures réelles et légales du Parti démocratique sénégalais, vous avez plus de 200 mouvements qui sont affiliés uniquement au président Karim Wade, parce que c'est des gens qui ne faisaient pas de la politique, je le rappelle, mais qui, à travers tout ce qu'il a vécu, ont voulu s'engager à ses côtés pour effectivement l'aider. Et c'est pourquoi nous, d'ailleurs, nous avons pensé qu'il est beaucoup plus judicieux aujourd'hui pour le Parti démocratique sénégalais d'aller vers des renouvellements verts, d'aller vers des placements de cartes pour permettre à ces gens-là qui gravitaient autour du Parti démocratique sénégalais de pouvoir effectivement avoir la carte du parti, de pouvoir intégrer les structures du parti et de pouvoir effectivement... Thierno Badissi, ce PDS qui arrive là avec un nouveau sang, du sang neuf, vous fait-il peur? Alors moi je ne sens pas ces changements du Parti démocratique sénégalais, comme il l'a dit tout à l'heure. Karim Wade, c'est la chaise vide, le patron qui n'est pas présent. D'accord. Eux, ils l'avaient. Écoute, moi, mon souci, c'est que le Sénégal, les gens, vous tenez ils avaient dit ici que 2019, Karim Wade sera par A ou par B. Ils n'avaient pas de plan A ni de plan B. Ils n'avaient qu'un seul plan, c'était le plan Karim Wade. Oui. Ça ne s'est jamais réalisé. Parce que vous ne le voulez pas. Entre-temps, ceux qui soutenaient ce projet-là ont retrouvé la grande majorité. Qui, par exemple? Aujourd'hui, dans l'histoire politique du Sénégal, Alimou, ce qu'il faut promouvoir. Qui, par exemple, Thierno? Mais Maître Sall, oui, et qui d'autre? Il soutenait ce projet. Qui d'autre? Omar Sarr, il soutenait ce projet. Qui d'autre? Ce sont des ténors. Ce sont des ténors. Omar Sarr était le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais. Comme Macky Sall fut le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, donc Idriss Seck fut un numéro 2 du Parti démocratique sénégalais. Non, attends, mon ami Kane. Mon ami, quand un numéro 2 quitte un parti, quand même c'est un grand pan qui décolle. Ça veut rien dire. Il faut qu'on l'accepte. Mais ça veut rien dire. Alors moi, je préfère Alimou. Je préfère Alimou. Vous avez mis qui et qui au frigo? Mais Alimou, je préfère te parler. Je préfère vous parler de cette grande majorité. Je préfère demander aux amis du Parti démocratique sénégalais d'essayer de calquer un peu, de copier la stratégie politique du président Macky Sall. Comment vous avez fait pour prendre ces ténors-là? Le président Macky Sall, pourquoi? Sa manière de faire de la politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est inédite. Il est le seul à pouvoir tenir une coalition aussi forte pendant presque une décennie. Depuis 2012. Depuis 2012. À quel prix?
D'accord? Mais à quel prix? Il est le seul à pouvoir aujourd'hui dérouler avec cette coalition, travailler avec cette coalition sans difficulté majeure. Alors, et aujourd'hui, la malchance du Parti démocratique sénégalais, c'est que les ténors du Parti démocratique sénégalais ont retrouvé cette grande majorité. Aujourd'hui, Omar Sarr, qui était numéro 2 chez vous, est devenu ministre de la République. Il travaille avec le président Macky Sall. Aujourd'hui, votre porte-parole, à quel prix? Maître Sall, leur porte-parole. Quand un porte-parole quitte un parti, Alimou, laissez-moi terminer. Quand un porte-parole quitte un parti, quand le second du grand patron d'un parti le quitte, mais quand même, il ne faut pas minimiser cette affaire. Et ces gens-là, et ces hautes personnalités politiques, ont quitté le Parti démocratique sénégalais pour retrouver la grande majorité. Donc cette force politique-là, on ne l'a jamais vue dans l'histoire politique du Sénégal. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, le président Macky Sall tient. Pourquoi vous ne voulez pas vous prononcer sur des gens que vous avez quand même mis au frigo, qui ont été des compagnons historiques du président de la République? Pourquoi vous voulez occulter cette fait-là qui, pour moi, aussi est un... Qui par exemple? Mais Mimi Touré, par exemple. Non. Vous l'avez mis au frigo? Non, Mimi Touré, elle est toujours dans la coalition. Est-ce qu'ils vous ont dit, est-ce que ces personnalités politiques vous ont dit qu'ils ont quitté la majorité? Non. Mimi Touré sera là à 11h. Allez l'écouter. Oui. Elle ne vous dira jamais qu'elle a quitté. Elle ne vous dira, elle n'a jamais annoncé son départ. Elle est toujours avec le président Macky Sall. Elle est toujours dans la grande coalition. Amadou Ba, pareil. Mais en temps normal, Alimou. Parce que vous limitez les relations. Non, il ne m'a jamais laissé parler. Vous limitez les relations politiques aux fonctions étatiques. Et c'est ce qui est aberrant au Sénégal. C'est-à-dire que vous limitez l'engagement politique. Vous limitez l'engagement politique. Non, mais je termine ici. Je termine, Alimou. Vous limitez l'engagement politique aux fonctions étatiques. Non. Ce qui n'est pas. Non, je suis désolé. Non, je vous dis. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est pas parce que Amadou Ba, c'est pas parce que Aly Ngouille Ndiaye, c'est pas parce que Mimi Touré, ils ont quitté des fonctions publiques, des fonctions politiques, qu'ils ne vont plus s'engager avec le président Macky Sall. Ils vous l'ont dit. Alors, il y a quelques semaines, Aly Ngouille Ndiaye a fait un accueil populaire pour le président Macky Sall à Linguère. Il y a quelques jours, Mimi Touré, Aminata Touré, Premier ministre, a rencontré le président Macky Sall et vous a toujours dit qu'il est encore dans la grande coalition. Alors, l'autre, Amadou Ba aussi, il travaille pour le président Macky Sall, il l'a affirmé à plusieurs reprises. Alors, juste 15 secondes. Pour 15 secondes pour dire juste que quand on fait une analyse, il faut aussi, avant de balayer la cour de l'autre, il faut commencer par celle qui est la plus proche, qui vous appartient. Je veux juste dire que quand on fait une analyse comme ça de départ de personnalité d'une formation politique, on biaise un peu le jeu. Parce qu'à la base, ce sont les militants qui s'identifient à un leader politique, qui s'identifie à une formation politique, qui s'identifie à une idéologie. Et aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais, quoi qu'on puisse dire, a des militants, a des responsables qui s'identifient à lui. Je vous donne juste un exemple. Voyez-vous, énormément de responsables aujourd'hui qui ont quitté le Parti démocratique sénégalais sont devenus inexistants à la base. Parce que tout simplement, à un moment donné, ils avaient cru être représentatifs à la base, et en quittant le navire, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien pour eux. Ensuite, à quel prix, je l'avais dit tout à l'heure, le président Macky Sall a emprisonné combien d'opposants pour avoir le champ libre, pour dégager toute opposition de sa vue? Combien d'opposants? Donnez-nous un peu l'échantillonnage par rapport aux opposants qui sont au Sénégal. À un moment donné, les journalistes... Vous pensez que la vie politique du Sénégal se limite à Khalifa Sall, se limite à Karim Wade? Vous pensez que l'histoire politique du Sénégal se limite à ces deux personnalités politiques? Un peu par rapport à la justice. Juste une chose. Qui a prôné le fait de dire que le Parti démocratique sénégalais tenait ses réunions de comité directeur en prison? On a été décimé. Tous les responsables de structure de ce parti-là ont été emprisonnés. Très bien. On va continuer avec la justice, qui a l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, qui a un nouveau président, Ousmane Chimère Diouf, qui remplace Téliko Souleymane à la tête donc de l'UMS. Il est président de chambre à la Cour d'appel de Dakar. Sa priorité, redonner confiance et renforcer l'image de la justice. Le sortant a dit une chose, il a fait une sortie remarquée. Il dit que par rapport à l'indépendance de la magistrature, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire.
Oui, moi je vais le citer en le sortant, Souleymane Teliko. Il disait dans un journal de la place que le modèle de justice que nous voulons, c'est à nous de le construire. Il dit plus loin que seul l'engagement personnel et collectif des juges au service de leur profession fera progresser la justice. Tout est clair. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que la justice sénégalaise, ce sont les acteurs permanents de la justice qui peuvent faire de cette justice une justice libre et une justice transparente, si vous voulez. La même mise de l'État, non. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est faux. C'est un faux débat, Alimou. Moi, je fais parfois le parallélisme entre la justice et notre métier de journaliste. L'indépendance du journaliste, c'est quoi? Vous travaillez à Futur Média. Votre indépendance dépend de vous. Et du 4. Non, dépend d'abord de vous. Ouais, et du 4. Dépend d'abord de vous. Parce que vous avez ce qu'on appelle la clause de conscience, si je ne me trompe. Le juge aussi, il a comment on appelle ça? Il a prêté serment. Donc, lui aussi, il a... Vous voulez dire que c'est au magistrat de se donner les moyens d'être indépendant? Très bien, dites-nous. Je voudrais d'abord féliciter le nouveau président de l'UMS, Simer, et puis lui souhaiter un bon mandat, lui dire de ne pas faire moins que son prédécesseur en termes de dénonciation des tares de notre justice, et dire que nos amis de l'APR ne peuvent pas être à l'aise sur ces questions-là, parce que c'est le talon d'Achille de leur gouvernance aujourd'hui. C'est le talon d'Achille. La justice n'a jamais été aussi mal menée qu'elle l'a été sous ce magistère-là. Et ça, c'est le constat. J'aime, moi, me focaliser déjà sur l'appréciation des Sénégalais lambda. Quand les Sénégalais apprécient effectivement ce qu'ils sont en train de voir, quand ils font montrer des images de ce qu'ils vivent au quotidien. Et aujourd'hui, avec le président Macky Sall et son régime, nous constatons effectivement que c'est des acteurs de la justice aujourd'hui qui, à des niveaux insoupçonnés, critiquent la gestion de cette justice-là. Ça aussi, c'est un fait qu'on ne peut pas occulter. Maintenant, on peut effectivement dire que les acteurs de la justice doivent eux aussi s'y mettre pour arranger les choses. Ça aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas occulter aussi que quand ces acteurs-là tirent la sonnette d'alarme une fois, deux fois, trois fois, il appartient quand même à l'exécutif de faire en sorte que cette justice-là retrouve son indépendance. Dernier thème, la révision exceptionnelle des listes électorales. Nous y sommes, c'est du 31 juillet au mardi 14 septembre 2021. La première semaine est derrière nous. Ousmane Sonko n'est pas satisfait du déroulement des opérations avec les primo-votants. Il accuse le pouvoir de verrouiller le processus pour s'attribuer une victoire technique. On se donne les moyens de s'inscrire et d'inscrire ceux qui sont susceptibles de nous être favorables. Alors, entraînant les pieds pour les autres. Birame Souleye a fait une sortie dans le journal Observateur pour s'offusquer de ce que la mairie de Thiès a encore des difficultés à fonctionner. Je pense pour les causes de Covid, c'est fermé. On ne délivre pas d'actes administratifs. Bizarre, étonnant. Oui, bizarre, étonnant, désagréable à vivre. Je rappelle juste que le code électoral prévoit une révision exceptionnelle des listes électorales de février à juillet chaque année. Et je rappelle que depuis 2018, cette révision exceptionnelle n'a pas eu lieu. Juste en 2020, où on a eu une révision de 20 jours. Ce qui fait que vous prenez de 2018 jusqu'à présent, vous avez quand même un stock très important de gens qui doivent s'inscrire. Et vous réduisez aujourd'hui les délais de révision des listes électorales, vous empêchez des citoyens en grand stock de pouvoir effectivement... Vous avez vu ça à Kermassar, là où vous militez? Oui, à Kermassar, département, par exemple, un nouveau département, pour les primo-votants du moins, il n'y a qu'une seule commission. Une seule commission. Et les gens sont acculés parce qu'effectivement, les gens ne peuvent pas prendre en charge cette donne. Vous prenez par exemple à Djidda Thiaroye Kao, où vous avez des primo-votants qui viennent prendre des rendez-vous. Les gens, à partir de 7h30, ils font lecture de la liste et ils vous donnent un rendez-vous pour 10 jours. Et ces gens ont 1 mois pour
pour pouvoir aller chercher une pièce d'identité et aller encore faire la seconde étape pour s'inscrire sur les listes électorales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous voyons que tout est mis en place pour faire en sorte, effectivement, que ce 1 million de stocks de primo-votants qui devraient venir s'ajouter au fichier électoral ne puissent pas avoir accès, effectivement, à ce droit. Tierno Amadou, qu'avez-vous à répondre à ces accusations? À quelle fin? Je veux dire, il faut que les gens soient conscients d'une chose. Celui qui vient s'inscrire dans une commission, on n'est pas sûr, on n'a pas la certitude de sa décision le jour, le 23 janvier 2022. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, l'État du Sénégal n'a pas intérêt. Non, mais l'État du Sénégal est en train de faciliter. D'habitude, les gens s'inscrivent avec l'extrait de naissance, Tierno. Pourquoi aujourd'hui vous leur imposez de bénéficier d'abord d'une carte nationale d'identité CEDEAO avant d'aller s'inscrire, alors que les révisions ultérieures qui avaient été faites, et là aussi, j'en appelle Tierno au rapport sur le fichier électoral qui a montré qu'il y a plus de 900 électeurs qui se sont inscrits sur le fichier parce qu'ils ont juste montré leur extrait de naissance. Pourquoi permettrons à ces citoyens de le faire et qu'aujourd'hui qu'on dise que la carte d'identité biométrique est obligatoire? Ce que je peux vous dire, c'est que l'État du Sénégal n'a pas intérêt, l'État du Sénégal n'a aucun intérêt à interdire ou à empêcher un Sénégalais de s'inscrire. Mais pourquoi ne pas rendre accessible les conditions d'inscription? Aujourd'hui, notre majorité, nous ne pouvons pas être la majorité de ces pays. En tout cas, très confortable et empêcher à des citoyens qui vont certainement voter pour nous de ne pas... Non, ne me parlez pas de Ousmane. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le président Macky Sall nous a demandé, nous, de rester dans l'unité, de rester dans l'ouverture, d'avoir un consensus, d'être discipliné, et de mobiliser, de demander nos militants à aller s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez en tant qu'administration, Tierno, je suis désolé, mais vous êtes en tant qu'administration, vous avez le droit de faire en sorte que les citoyens puissent avoir accès. On est en train de le faire dans les 14 régions. Les gens s'inscrivent avec leur extrait de naissance au lieu de leur imposer la carte d'identité biométrique. Merci beaucoup, merci à tous nos... Merci à nos invités, merci. C'est fini. Now there's no point in placing the blame.